Je veux bien continuer. J'ai essayé de rebondir. Ma tâche n'est pas facile, parce que ma tâche, elle est de faire du lien entre le thème de la journée d'études, en France, éducation et précarité, et toutes ces choses créatives, toutes ces fusées créatives que les enfants nous ont fait. Et j'avais envie de commencer en disant, quand une société va bien, et quand les gens vont bien, l'interculturalité, l'interâge ne pose pas de problème. Et justement, sont des signes de bonne santé, comme le métissage, comme le mélange, comme la fusion en danse, et sont des signes d'une bonne santé à la fois, je dirais, sociale et culturelle. Et quand nous sommes dans une époque de déclin, de récession, de dépression, de précarisation, eh bien, c'est exactement le contraire. On a tendance au repli sur soi, à l'enfermement, à l'auto-exclusion et à la mise à distance de l'autre et des autres. Et c'est ce que nous essayons d'expérimenter, justement, à Intermède Robinson, c'est-à-dire comment nous allons pouvoir mettre en place du mélange. Là où il nous est assigné, je t'ai donné la parole, là où il nous est assigné, au contraire, des messages de restez chez vous, méfiez-vous, enfermez-vous. Oui, c'est Joe. Ça s'appelle la reconnaissance. Enfin, en verso, Oui, ça fait partie de la reconnaissance. Du processus de reconnaissance. L'amour de soi, le respect de soi. La précarité. Mais oui. Tu as suivi une formation là-dessus. Et tu en as des ça. Tu vas passer? Comment? Non, rien. Donc, c'était, voilà, pour moi, le lien, il est vraiment là. C'est-à-dire que ce mélange, il est vraiment là. Et là, nous sommes aux racines de ce qui inspire notre association, c'est-à-dire la pédagogie sociale. C'est-à-dire que notre travail avec la culture, il s'inspire vraiment de ça. C'est-à-dire qu'on va accueillir les gens et qu'on va leur permettre de pouvoir retourner vers leur culture, aller chercher dans leur culture ce qu'il y a d'essentiel et le mettre en partage. Parce que nous nous intéressons à toutes les cultures d'origine, mais en réalité, la véritable culture qui nous intéresse, c'est celle que nous allons créer ensemble à partir justement de toute cette collection de cultures d'origine. Ça suppose d'abord de se reconnaître soi-même, de s'accepter soi-même, d'aller se rechercher soi-même, et en même temps d'être dans un deuxième temps capable de s'ouvrir sur les autres. La question, la précarité, c'est l'enfermement. C'est justement ce qui nous arrive dans une société de la peur. On pourrait définir la précarité par rapport à la pauvreté comme une toute petite dissonance, comme une toute petite différence, comme Clé Joe, je cherche le nom de l'auteur. Jean Furtos, voilà. Furtos. C'est Jean Furtos, qui est psychiatre, spécialiste justement des personnes à la rue, et en particulier aussi des personnes qui se clochardisent gravement. Jean Furtos a amené dans un texte qui m'a beaucoup impressionné une différence que je trouve vraiment majeure entre la question de la pauvreté et la question de la précarité. Furtos dit « Les pauvres sont des gens qui ont peu ». Ce sont des gens qui ont peu, oui. Mais ce peu, ils l'ont. Ce peu est à eux. Ce peu, ils en sont sûrs. Ce peu, ils peuvent le donner aux autres. Ce peu, ils peuvent le transmettre à leurs enfants. Ce peu peut devenir toujours un peu plus. Ce peu peut peut connaître des lendemains meilleurs avec des possibilités de fructifier, de s'augmenter
et de devenir plus important. C'est un peu sur lequel on a la maîtrise, sur lequel on est acteur, sur lequel on est auteur. C'est la culture ouvrière, c'est la culture paysanne, c'est la culture de ceux qui ont toujours eu peu, mais qui ont été maîtres de ce peu-là. Ce n'est pas notre société. Notre société n'a pas peu. En tout cas celle-ci, celle qui est autour de nous, elle a beaucoup. Et ce beaucoup n'est pas à nous. Ce beaucoup, nous ne le maîtrisons pas. Ce beaucoup, nous n'en sommes pas maîtres. Ce beaucoup ne débouche pas sur du plus. Ce beaucoup ne se partage pas. Ce beaucoup ne se transmet pas. Et c'est ce qui amène Jean Furtos à faire cette distinction fondamentale entre la pauvreté et la précarité, et de dire le pauvre, c'est celui qui a peu, mais le précaire, c'est celui qui a peur. Et vous voyez la différence qu'il y a entre le peu et le peur. Il y a une lettre de différence. Mais cette lettre, elle change tout. Parce qu'elle change et elle détermine l'attitude dans la vie de celui qui la ressent. Celui qui a peur, ferme sa porte. Celui qui a peur se méfie. Celui qui a peur n'ose pas. Celui qui a peur ne se mélange pas. Celui qui a peur ne se risque pas, ne se montre pas. Celui qui a peur n'apprend pas. Parce que pour apprendre, il faut cesser d'avoir peur de l'ignorance et cesser d'avoir peur de ne pas savoir tout et de ne pas savoir tout faire. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental, cette société de la peur dans laquelle on est. Et c'est important parce que je vous parle de la précarité et très vite, même nous, c'est nos travers. D'ailleurs, souvent, on peut nous le reprocher à juste titre. Oh, vous parlez des pauvres enfants qui vivent dans les hôtels ou qui vivent dans les bidonvilles. Un peu comme si on parlait d'un public à part, de gens à part. Mais pas du tout. Ce sont des gens exactement comme nous, avec les mêmes défauts, avec les mêmes travers, avec les mêmes attitudes, exactement que nous. Ce ne sont pas du tout des gens à part. Nous travaillons la question de la précarité, mais cette question de la précarité, elle n'est pas du tout enfermée dans les publics. Par contre, ce qui se passe en direction de ces publics en termes de maltraitance institutionnelle, de maltraitance sociale, de maltraitance administrative, eh bien ça nous mobilise. Ça nous donne envie d'agir. Mais par contre, la précarité, on n'enferme pas du tout. Chez ces enfants-là, on n'enferme pas du tout dans ce public-là. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. La peur peut-être, non? C'est pas la peur qui... Je voulais vous dire que oui, nous sommes tous confrontés par la précarité. Parce que justement, moi en l'occurrence, ça va pour moi. Jolie maison, belle voiture, il y a des trucs, a priori, il y a plein de choses qui vont bien pour moi. Mais en même temps, dans un an, mon boulot à Intermed Robinson, dans 2 ans, mon boulot à Intermed Robinson, aurais-je un local, n'en aurais-je pas. Qui va payer mon salaire? J'en sais rien du tout. Et pourtant, j'étais pas né comme ça, je suis né à la fin, non, je suis né au début des années 60, j'ai connu les années 70, les années 300. Je suis rentré, j'étais fait pour des voies toutes tracées. Mais comme vous, je suis dans l'ère de la précarité. C'est-à-dire une période dans laquelle nous sommes tous obligés de faire avec quelques évidences qui nous déroutent complètement. Jusque dans les années 70, il était évident pour tout le monde que demain, ça irait mieux. Tout le monde en était convaincu. Jusqu'à la fin des années 70, il était évident pour tout le monde que sa situation personnelle, sociale, financière, culturelle allait s'améliorer obligatoirement. Jusqu'au début des années 80, il était évident pour tout le monde que la situation de ses enfants, à soi,
allait être meilleure que celle que nous, parents, ou que les grands-parents avaient connue. Jusqu'au début des années 80, il était évident qu'il y avait un avenir meilleur, des lendemains qui chantent, et l'avenir était une promesse. Ce qui s'est passé depuis 40 ans, petit à petit, ce qui s'est instillé dans tous les domaines de notre vie, c'est curieusement, et on peut mesurer l'écart, le renversement total de cette foi, le renversement total de cette confiance en une certitude de l'inverse. Aujourd'hui, nous sommes tous persuadés que demain, ce sera pire, que dans quelques années, ce sera pire, et que pour les enfants, pour ceux qu'on a, ça va être pire aussi. Nous sommes passés de l'avenir promesse à l'avenir menace. Et mine de rien, ça a changé toute notre manière de voir le monde. Ça a changé toute notre manière de voir la vie. Ça nous a entraînés dans un monde de peur, la peur de Jean Furtos. On se met à avoir peur. Pourquoi tous ces malentendus avec ces profs-là? Pourquoi ces collégiens qui récriminent après leurs profs? Qu'est-ce qu'ils leur reprochent au fond? Ils leur reprochent de ne pas les aimer. C'est ça qu'ils leur reprochent au fond. Il suffit de l'entendre, il suffit de l'écouter. Mais pourquoi ils ne nous aiment pas ces cons? Et pourquoi ils ne vous aiment pas ces cons? Ben, c'est parce qu'ils ont peur de vous. Oui. De toi peut-être encore plus. Ah, peut-être, hein. Et pourquoi? Ben, parce qu'ils ont peur de vous. Et d'ailleurs, vous le voyez de temps en temps, parce qu'ils le trahissent. Ils se disent que s'ils marquent une certaine faiblesse, s'ils montrent un peu trop d'affection, s'ils se lâchent à un moment en vous disant quelque chose de personnel, eh bien, ils deviennent vulnérables. Et vous pourriez en profiter pour les fragiliser, pour leur faire peur, pour les menacer et les mettre en difficulté. Nous sommes passés dans une société où la peur est partout. Et je tiens à vous montrer que la peur, elle est passée d'abord du monde professionnel, la peur du chômage, ça c'est le début des années 80, la fin des années 70, la fin d'une société industrielle, avec une place pour chacun, une sacrée place, hein, obligatoire la place, hein, mais une place pour chacun. On est passé par la peur du chômage, après la peur familiale, la société du divorce, des séparations, de la fragmentation. Et puis après, on est passé à la peur sécuritaire. Ceux ici qui sont enseignants, parmi les plus anciens, se rappellent-ils d'une époque où il n'y avait pas Vigipirate? Y a-t-il eu un temps où Vigipirate n'existait pas? Moi, j'ai connu. Vigipirate, c'est ce qui fait que tu ne prendras pas le train pour aller à Paris avec ta maîtresse. Et plein d'autres choses qui vont être empêchées tout le temps à cause de Vigipirate. Et ça dure depuis la fin des années 80. 88, je crois, les premiers plans Vigipirate. C'est-à-dire ce qui est devenu, ce qui était un mode de fonctionnement exceptionnel, répondant à des situations dites de terrorisme exceptionnel, est devenu un mode de fonctionnement ordinaire des institutions. Un mode de fonctionnement ordinaire de la société, dont nous ne sortons plus. Et vous voyez bien que le sécuritarisme policier, militaire, aujourd'hui, il n'aurait pas tendance à devenir sanitaire. Et vous voyez qu'il y a une forme de logique, c'est-à-dire que quand on commence à avoir peur, on est sûr d'une chose, c'est que demain, on aura un peu plus peur. Quand on commence à se sécuriser et à avoir besoin de moyens de sécurité extérieurs, on peut être sûr d'une chose, c'est que demain, là où il y avait un flic, il en faudra 2. Là où il y en avait 4, il faudra des militaires. Là où il y avait une voiture, il faudra un char. Là où il y avait une porte à digicode, il faudra des caméras et un drone. C'est évident. Vous savez pourquoi? Parce que l'insécurité, le sentiment profond d'insécurité sociale
qui est au cœur du processus de précarité, qui est le cœur même qui alimente le processus de précarité, c'est cette insécurité sociale et affective qui atteint les personnes et les groupes, ne connaît pas de repos. Le fait d'être dans une société sécuritaire ne me rassure pas. Plus je vois des policiers, des masques, des menaces, et plus je me dis que le danger est là, tapis, caché, sournois, voisin, à côté de moi. Et plus, au fond, et finalement, j'alimente ma propre peur. Plus je cherche à me rassurer par le sécuritaire, et moins je me sens en sécurité. C'est le paradoxe même du sécuritaire et de la sécurité. En pédagogie sociale, nous essayons de travailler sur toutes les insécurités et nous essayons de travailler sur toutes les sécurités. La première sécurité à apporter est celle de la durée des relations. Pouvoir dire aux enfants qu'on rencontre dans les situations les plus précaires que les relations que nous établissons avec eux vont durer longtemps, qu'elles sont là pour rester, qu'elles sont là pour demeurer, qu'elles sont là pour fonder, qu'elles sont là pour construire, qu'elles ne sont pas là pour passer. Si on avait, je connais Afsatou depuis qu'elle a eu 7-8 ans, et c'est vrai qu'on aurait pu passer comme ça, l'un à côté de l'autre, en se disant qu'on n'avait pas grand-chose à partager. Il a fallu tout ce temps. Il a fallu tout ce temps pour arriver à bâtir tout cela. La pédagogie sociale se propose justement, et c'est ça le travail contre la précarité, de proposer des sécurités contraires aux insécurités contraires. Là où il y a de l'insécurité affective, on met de la sécurité affective. Là où il y a de l'insécurité physique, on met de la sécurité physique. Ça ne va pas empêcher que tu te casses le bras. Là où il y a de l'insécurité alimentaire, sociale, de qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qui va se passer, et bien on apporte des éléments. Vous pourrez toujours venir nous voir, vous pourrez toujours venir chez nous, vous pourrez toujours vous appuyer sur nous, et pas seulement le temps d'un ticket, pas seulement pour 3 semaines, pas seulement pour 1 mois, pas seulement jusqu'à votre prochaine déclaration de non-imposition, pas seulement en attendant le renouvellement de votre carte AME, pas seulement en attendant ceci ou en attendant cela, ou à renouveler dans 3 semaines. Non, vous pourrez tout le temps compter sur nous. Là où il y a de l'insécurité, il faut de l'inconditionnel. Pour pouvoir transformer cette insécurité en sécurité, seule l'inconditionnalité le permet. Ça nous oblige à avoir des manières de travailler qui sont compliquées et complexes à dire depuis les institutions. Il y a des partenaires dans l'aide alimentaire qui disent « Oh, Internet Robinson, ils font de la charité du 19e siècle. Ils donnent à manger aux pauvres sans savoir s'ils en ont vraiment besoin, s'ils ne vont pas le revendre par derrière, sur un marché au plus quelconque, tout ce qu'ils auront pris. » Et nous, on répond, ben, oui, mais s'ils le revendent, ben, tant mieux. Voilà. Tant pis. Peu nous importe parce que nous ne sommes pas, justement, nous ne faisons pas de la charité du 19e siècle. Nous faisons du social du 21e. C'est tout le contraire de la charité du 19e. Et ceux qui nous le disent feraient bien parfois de s'inquiéter de savoir s'ils ne font pas du travail social du 20e siècle. Parce que ça, c'est aussi, à mon avis, un véritable problème, parce que ce travail social du XXe siècle basé sur l'accompagnement, basé sur l'autonomisation, basé sur le culte de l'autonomie et de l'indépendance, me paraît aujourd'hui daté. Et c'est justement au-delà que nous souhaitons aller. Mais pour pouvoir garantir cette inconditionnalité, eh bien, nous avons besoin de moyens. Pour pouvoir donner, il faut qu'on aide. Pour pouvoir distribuer, il faut collecter. Pour pouvoir transmettre, il faut récupérer. Donc,
notre travail à nous, il est aussi de pouvoir aller rechercher des richesses, des ressources, des biens, des valeurs. Ça fait partie de notre travail d'acteurs sociaux. Et là aussi, ça peut être une surprise pour certains acteurs sociaux, pour certains travailleurs sociaux, qui ont pu être formés à une époque où les choses étaient différentes et où on leur disait que ce n'était pas leur métier, que ce n'était pas leur métier d'aller chercher ce qu'ils allaient devoir donner. Ben, nous ressentons fortement qu'aujourd'hui, c'est notre métier. Et pour pouvoir faire tout ça, ce qu'il nous faut, c'est une organisation. J'arrêterai mon exposé là-dessus. C'est-à-dire finalement, elle est où notre richesse? C'est parce qu'on a nos véhicules. Ouais, ça va, 3 camionnettes, on ne va pas se la péter. Hein, c'est pas nos locaux, ils fuient. Elles sont où nos richesses? C'est notre budget, oui d'accord, il n'est pas si mal, mais il est acquis que pour cette année. Alors elle est où notre richesse? Elle est dans notre organisation. Dans le fait que tous les jours, il y a quelqu'un qui cherche des subventions. Que tous les jours, il y a des gens qui récupèrent. Que tous les jours, il y a des gens qui donnent. Que tous les jours, il y a des gens qui prennent de nouveaux contacts, de nouveaux partenaires. Et que ça afflue vers nous, dans nos locaux. Et que nous continuons d'aller vers. Et nous continuons d'alimenter. On ne s'arrête jamais. Elle est là, cette organisation. Un jour, j'étais embêté au moment d'un briefing. On était au local. Et on était en train de dire, ben voilà, qui va à la Villa Saint-Martin, qui va à Saint-Éloi, qui va ceci, qui va cela, et vous allez faire quoi? Et puis d'un seul coup, j'ai eu un grand doute. J'ai souvent des grands doutes comme ça. En fait, on fait quoi? Et parce que très souvent, on nous dit, ben, vous faites quoi? Vous êtes des petits animateurs, vous allez faire quoi? Vous allez jouer? On a eu des fois des stagiaires qui venaient nous voir, qui passaient du temps avec nous, ils s'éclataient. On avait l'impression qu'ils renaissaient. Ils étaient heureux avec nous. Et puis, au bout d'une semaine, ils disaient, bon, bah, je vais arrêter mon stage parce que quand même, c'est pas sérieux. Moi, je vais être travailleur social, je ne veux pas être juste animateur comme vous. Alors là, nous, on se disait, on a dû manquer quelque chose. On a dû louper un truc dans l'explication. D'abord parce que nous avons une grande estime du métier d'animateur. Et que pour nous, animateur, ça ne veut pas dire juste faire mumuse. J'avais écrit une chronique qui s'appelait faire mumuse. Et que c'est bien autre chose, mais aussi parce qu'on s'est dit qu'ils n'ont rien compris du travail qu'on fait en fait. Et ça, c'est notre faute aussi un peu à nous, parce que peut-être qu'on a échoué aussi à le transmettre. Et du coup, j'ai cherché à me dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on va leur apporter? C'est vrai que si c'est pour apporter un ballon à Saint-Éloi, ils en ont des ballons. Hein. Si c'est pour apporter des cerceaux, marquer des, je sais pas, de la peinture, on peut trouver de la peinture, hein, si c'est pour apporter des crayons de couleur, des feutres, du papier, on peut en trouver aussi. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais ce que nous apportons, en fait, quand on va à Saint-Éloi ou quand on va ailleurs, on ne leur apporte pas notre matériel, on leur apporte notre organisation. Parce qu'on est là, on va pouvoir faire quelque chose que les enfants, tout seuls, n'auraient pas pu faire sans nous. Parce qu'on est là, on va pouvoir faire un tournoi. Parce qu'on est là, on va pouvoir faire une grande fresque. Parce qu'on est là, on va pouvoir faire des choses sur les arbres, sur le sol, sur les murs. Alors que si on le faisait tout seul, ça attirerait plein de problèmes, et que si nous le faisons avec notre organisation, ce qui était impossible devient possible. Ça sert à ça, l'organisation. Ça sert à rendre possible, justement, ce qui était impossible. Et elle est là, notre véritable richesse. C'est l'organisation, et c'est ce que nous travaillons en pédagogie sociale, à Intermède Robinson, avec cette idée que l'organisation est un antidote, est un moyen efficace de lutter contre la précarité. Parce que les personnes qui sont en proie à la précarité, elles vont commencer à nous faire confiance quand elles vont vérifier qu'on est capable de tenir nos promesses et qu'on est capable d'être là dans la durée. Je vous remercie.